juges se sont mis d'accord, l'acquitter et le libérer. Attendre aurait conduit à une violation terrible des droits de Laurent Gbagbo. Les juges ont bien fait d'agir comme ils l'ont fait en janvier 2019. Ils ont agi de la manière la meilleure possible, respectant les droits des intéressés, les grands principes de droit, les droits de l'homme internationalement reconnus et l'esprit du statut de Rome. Ont-ils pour autant manqué au formalisme requis? Il apparaît que le remède demandé, le mistrial, est en inadéquation complète avec ce qui est reproché par le procureur au juge de première instance. Un mistrial, en effet, comme nous vous l'avons dit, nous semble être un remède réservé à des situations où le procureur aurait vu sa capacité à présenter librement son dossier profondément atteinte du fait, par exemple, de l'existence de facteurs externes, comme l'ont exprimé les juges dans l'affaire Routot. Quelle pourrait être alors la raison d'être de la demande qui vous est faite de prononcer un mistrial? Elle nous semble découler de la manière dont le procureur a présenté son appel. Le procureur, en utilisant la notion de mistrial, bien qu'aucun de ses arguments ne soutienne l'existence possible d'un mistrial, semble vouloir obtenir à toute force de la Chambre une sorte de blanc-seing grâce auquel il serait dédouané de son échec et pourrait en faire porter la responsabilité sur les juges, sans pour autant prendre le risque d'un appel plus sérieux, par exemple sur la responsabilité, appel qu'il sait être incapable de soutenir. Autrement dit, la notion de mistrial semble être utilisée ici pour que le procureur puisse sauver la face, pour qu'il puisse donner l'impression au monde extérieur que l'acquittement ne serait pas de sa faute, que l'acquittement ne serait pas la conséquence naturelle, logique et inexorable d'une enquête bâclée qui a produit une preuve faible mise au service d'un narratif artificiel, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance. De ce point de vue, il est intéressant de noter que le procureur, renversant la logique, fonde son argumentaire sur l'idée que ce serait l'incapacité des juges à mettre en place une procédure claire de no case to answer qui aurait conduit à l'acquittement, oubliant les 2 ans de procès où il a pu présenter sa preuve librement et pleinement. Il apparaît clairement de la lecture de son mémoire d'appel, de ses réponses aux questions posées par la Chambre et de ses observations en audience, que le procureur espère donner l'impression, dans le cadre du présent appel, que l'acquittement serait uniquement dû à des erreurs qu'auraient commises les juges de première instance. Comment ne pas penser, en lisant et en écoutant le procureur, que l'utilisation de la notion de mistrial n'a ici qu'une fonction: effacer les lacunes de son dossier pointées par les juges. Une déclaration de mistrial permettrait au procureur de ne pas avoir à faire face aux conséquences des choix qu'il a faits pendant le procès et lui permettrait d'échapper à sa responsabilité en évitant toute discussion sur son enquête et sur la manière dont il a présenté son cas. Mais alors, le problème qui se pose au procureur, c'est que l'idée d'un mistrial
est en l'espèce impossible à soutenir, comme il a été démontré. Comment faire alors pour convaincre à partir d'éléments aussi ténus juridiquement que peut l'être une soi-disant erreur dans le rendu d'une décision orale, dans le rendu de la décision orale de janvier 2019? Comment faire pour convaincre qu'il y aurait eu mistrial? C'est là qu'intervient, si l'on suit le raisonnement du procureur, l'idée d'un retrial. Cette idée a été tardivement introduite le 6 février 2020, comme si le besoin s'était fait sentir de donner plus de corps à l'idée qu'il y aurait eu mistrial. La question du retrial a en effet l'avantage de déplacer le débat en faisant disparaître en partie la discussion sur les critères de l'existence d'un mistrial. Substituer la discussion sur le retrial à la discussion sur le mistrial pourrait être vu comme permettant de changer les termes d'un débat difficile. En introduisant la notion Le président. Bon, en fait, je vous accorde encore 5 minutes. En introduisant la notion de retrial, le procureur réduit le débat dire autrement, la notion de retrial lui permet de réintroduire par la bande la question des faits, comme si les 2 ans de procès n'avaient pas eu lieu, comme si la procédure de no case to answer n'avait pas eu lieu. Apparaît alors clairement la nature même de l'appel dont vous êtes saisi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il s'agit, et il ne s'agit que de cela, d'un désaccord qu'exprime le procureur sur les résultats auxquels sont parvenus les juges de première instance, après avoir analysé sa preuve de la façon la plus exhaustive et minutieuse possible. L'acquittement. C'est l'acquittement qui est pour le procureur le scandale, pas la manière dont ils sont parvenus les juges. Il convient donc de s'intéresser brièvement ici à l'idée d'un retrial. Je note que le procureur, à différentes occasions, a avancé que les juges auraient mis fin abruptement à l'affaire, ou qu'ils auraient arrêté l'affaire à mi-parcours du procès. À chaque fois, il s'agit de faire croire que le procès aurait pu continuer, que lui aurait pu continuer à présenter des éléments de preuve. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave et ce n'est pas vrai. Le procureur avait présenté la totalité de son dossier à charge au printemps 2018 à la clôture de son cas. Voilà la réalité. Ainsi, le match est-il fini pour lui? Puisque si la défense avait choisi de ne pas présenter de cas, c'est sur la base du dossier de l'accusation, tel qu'il existe, que les juges se seraient prononcés. En parlant de mi-parcours, le procureur essaie en réalité de faire croire aux observateurs que si le procès était allé en fin de parcours, le résultat aurait pu être différent. Ce qui est l'évidence, n'est pas l'expression de la réalité. Que le procureur puisse trouver une meilleure preuve alors qu'il a enquêté sans entrave plusieurs années, disposant de l'aide des autorités ivoiriennes, n'est pas envisageable. Aucune raison qu'il trouve demain des éléments de preuve qui pourraient renforcer sa thèse, alors qu'il n'a pas été capable de les trouver pendant toutes ces années. Il est facile de comprendre ce que le procès a amplement montré. De tels éléments de preuve n'existent pas. Enfin, un dernier mot, Monsieur le Président, sur la question du non bis in idem. Sans acquittement plein et entier, il n'y aurait pas de protection due à l'application du principe non bis in idem. Cette question a été discutée comme nous vous l'avons dit tout à l'heure. Pour nous, déclarer un mistrial constituerait de ce point de vue un abus de procédure.
Je voudrais aller un instant plus loin. On peut considérer qu'à partir du moment où pendant 2 ans, le procureur a présenté de la façon la plus libre possible sa preuve, selon le standard le plus haut, et qu'il n'a pas fait appel des conclusions des juges sur la responsabilité de Laurent Gbagbo, on peut considérer que ces conclusions sont définitives. Et y revenir dans le cadre d'un retrial porterait, que vous décidiez d'un mistrial ou non, atteinte au principe de non bis in idem. Un retrial, et je terminerai là-dessus, s'avère donc impossible, et parce que ce serait une violation du non bis in idem, et parce que le procureur ne peut trouver de nouveaux éléments de preuve. Et si l'idée de la possibilité d'un retrial disparaît, alors disparaît toute raison au prononcé d'un mistrial qui a été présenté par le procureur comme une étape vers un retrial. Je vous remercie. Thank you. Le président, merci beaucoup, Maître Altit. Et maintenant, en dernier lieu, le conseil de Monsieur Blégoudet. Alors, vous pouvez également saisir cette occasion pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les juges, si vous le souhaitez. Maître Knops, vous avez la parole. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, alors pour cette toute dernière intervention, cette intervention de clôture, je vais dans un premier temps répondre à votre question, Monsieur le Président, pour ce qui est de savoir si le critère matériel considérable devrait être utilisé dans l'abstrait. Alors, je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il s'agit de l'assistance des conseils lors d'un interrogatoire mené par la police. Et comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a établi, il s'agit d'un droit procédural fondamental. Et je fais référence à l'affaire Saldus, qui a été maintenant mise en œuvre dans tous les États européens. Un accusé, une personne accusée qui fait l'objet d'un interrogatoire de la part de la police peut être aidé d'un conseil. Le Président, est-ce que vous pourriez épeler le mot Maître Knops? Saldus, S-A-L-D-U-Z. Maître Knops. Donc, il s'agit d'un droit fondamental, d'un droit de l'homme fondamental. Mais si ce droit est violé, cela n'aboutit pas ou ne déclenche pas un mistrial. La Cour européenne a tranché, a statué dans plusieurs jugements après Saldus. C'est seulement si la déclaration de cette personne accusée qui a été faite sans respect pour ce droit de l'homme fondamental, donc sans qu'il y ait présence d'un conseil ou d'un avocat lors de l'interrogatoire de la police, et si cette déclaration a été faite sans conseil, sans assistance de conseil, si cela n'a aucune incidence sur le procès. Mais c'est seulement si la dite déclaration est versée au dossier, est admise comme élément de preuve. Et ça, c'est un exemple très très clair, suivant lequel la justice procédurale est très proche, il y a des liens avec la justice substantielle. La justice procédurale ne fonctionne pas, ne fait pas cavalier seul et ne fonctionne pas dans l'abstrait. Donc ce test matériel ne peut pas être appliqué de façon abstraite. Il appartient à l'appelant de montrer, la jurisprudence
de cette cour. Vous avez les exemples dans l'affaire Conny, dans l'affaire Bemba, où il y a eu des erreurs, des vices de procédure. Et là, ce critère, le critère matériel, n'a pas été affaibli ou n'a pas été appliqué de façon moins rigoureuse. Dans cette affaire, la Chambre n'a rien entendu, si ce n'est que les droits fondamentaux avaient été bafoués. Mais on ne nous a jamais montré comment est-ce que cela avait eu des conséquences et des incidences précises. On ne nous a pas dit comment précisément ces erreurs ou ces vices de procédure allégués ont eu une incidence sur l'issue de l'affaire. Donc l'analogie avec la jurisprudence de la Cour européenne dans l'affaire Saldous est assez commune. Si l'on accepte que le droit fondamental de l'accusé est d'avoir un conseil auprès de lui, et dans certaines situations, cela est violé. Cela est un frein, mais cela n'aboutit pas à un effondrement total de l'affaire. Seulement si cette déficience de procédure a eu un effet considérable sur le procès. Alors ce n'est que dans ce cas d'espèce qu'il y a des conséquences. Donc voilà ce que je voulais dire dans un premier lieu. Et deuxièmement, il s'agit de la question des déductions. Cette affaire a été entièrement construite sur des déductions. Il y a plusieurs exemples que la majorité a reconnus. Il n'y a pas eu d'éléments de preuve directs. Dans l'une de ces toutes premières mises de conférence en état, l'accusation avait même indiqué qu'il y allait avoir des éléments de preuve indirects. Alors bien sûr que à mi-parcours, après la présentation des moyens à charge, la Chambre s'interroge et peut se demander si sur la base de déduction, il y a eu suffisamment d'éléments à charge et le bon critère n'a pas été appliqué, à savoir... Bon, il y a des déductions qui sont dégagées par l'accusation, mais est-ce que ce sont les seules déductions qui peuvent être dégagées? C'est cela le critère qui doit être le critère de base, et non pas parce que les juges appréciaient particulièrement ce critère, mais parce que les juges se sont trouvés face à des éléments de preuve indirects. Il n'y a jamais eu d'éléments de preuve directs à l'encontre de M. Blégoudet. Il n'a jamais été auteur direct. J'aimerais rappeler aux juges le témoignage du commissaire du 7e arrondissement. Il est venu dans ce même prétoire, Monsieur le Président, et il y avait une allégation qui avait été faite par l'accusation, et il a dit je n'ai jamais vu Monsieur Blégoudet dans le commissariat du 7e arrondissement. Donc les juges ont eu face à eux des éléments de preuve indirects et des déductions. Et c'est pour cela qu'ils ont dû s'intéresser à ces déductions dans cette phase du procès. Si l'on apprécie les éléments de preuve à leur valeur maximale, justement à propos de déduction, cela ne signifie pas pour autant que l'on croit ce que l'accusation veut que nous croyons, puisqu'il s'agit de déduction. Ce n'est pas la conclusion que l'on peut tirer. Si l'on prend les éléments de preuve à leur valeur maximale, cela ne signifie pas que l'on doit accepter les déductions que l'accusation veut que nous acceptions, ce qui signifie que le critère idoine dans cette phase du procès, donc après la présentation des moyens à charge, a été bien appliqué par les juges en matière de déduction. Et puis, troisièmement, Monsieur le Président, je souhaiterais dire que si l'accusation, lorsqu'elle a répondu à la question 30 posée par les juges, dit clairement que Monsieur le juge Anderson a énoncé la bonne norme dans son opinion du mois de juillet 2019. Alors, c'est autant de conjectures de la part de l'accusation, parce que si la norme
avait été appliquée correctement par le juge Anderson avec l'assentiment du juge Tarfusser. De quoi parlons-nous alors maintenant? Quelle est la pertinence de cette discussion? Puisque c'est ce que l'accusation nous a dit. La norme a bien été appliquée dans le raisonnement du mois de juillet 2019 et l'accusation l'admet cela dans sa réponse aux juges, aux questions des juges, et elle l'admet dans son paragraphe 30. Et si le juge Anderson et M. Tarfusser ont appliqué la bonne norme telle que l'admet l'accusation dans son paragraphe 30, et si nous nous intéressons à la façon détaillée, parce qu'il y a des explications qui sont fournies aux victimes, ils expliquent pourquoi ils pensent que la bonne norme a été appliquée. Il n'y a donc aucun doute au sujet de la bonne application de cette norme. Et puis deuxièmement, il était tout à fait justifié que l'application de cette norme ait abouti à l'acquittement. Donc la faiblesse fondamentale de l'accusation a commencé lorsqu'elle n'a pas été à même de prouver qu'il y avait donc un système de criminalité. La majorité a expliqué que les tentatives de l'accusation qui a voulu démontrer que les 24 événements sur lesquels l'accusation se reposait pour prouver qu'il y avait donc une tendance n'étaient absolument pas représentatifs. Et l'accusation a trié sur le volet certains éléments qui, d'après elle, étaient représentatifs. Et cela a été expliqué au paragraphe 1889 du jugement. Cela est expliqué avec moult détails. Donc aucune chambre raisonnable, et c'est la norme qui a été appliquée par le juge Anderson, aucune chambre raisonnable n'aurait pu accepter qu'il y avait donc de façon systématique cette conduite criminelle. La faiblesse fondamentale de la thèse de l'accusation, et les juges ont appliqué la bonne norme pour l'évaluer, et cette faiblesse, disais-je, se trouve également dans le paragraphe 1929 jusqu'à 1942 du jugement de la majorité, car vous avez les 5 événements qui sont reprochés. Et pour ces 5 événements, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve qui auraient permis à une chambre de condamner. Et là, vous avez la bonne norme qui aurait pu condamner. Donc, c'est encore cette notion de pouvoir condamner. Voilà quelques exemples, Monsieur le Président, parmi beaucoup d'exemples. Donc, une fois de plus, si l'accusation admet, reconnaît que la norme a été appliquée de façon idoine, c'est la majorité qui le dit, il n'est absolument pas question d'erreur. Le Président, Maître Knops, il vous reste 5 minutes et je vous demanderai de bien vouloir respecter le temps imparti. J'ai mentionné le 7e arrondissement, mais c'est le 16e arrondissement. Il s'agissait du commissaire du 16e arrondissement qui est venu ici dans ce prétoire. Monsieur le Président, nous avons déjà mentionné un peu plus tôt que sur les 6 exemples qui ont été donnés par l'accusation, l'exemple 1, 2 et en partie l'exemple 3, il s'agit donc de ce qui s'est passé à Abobo, sont des événements pour lesquels l'accusation a demandé que les charges à l'encontre de M. Blégoudet ne soient pas retenues. Et ce sont des exemples qui, par conséquent, ne sont plus du tout pertinents et ne sont certainement pas pertinents pour l'évaluation de l'appel. L'accusation consacre 42 pages dans son document d'appel à l'analyse de ces exemples. Mais il n'y a pas une seule fois dans ces 42 pages qu'apparaît le nom de Charles Blégoudet ou qu'est mentionné le nom de Charles Blégoudet. Il n'y a pas une seule fois où l'accusation fait valoir qu'il existe des éléments qui permettraient de le condamner, tout simplement parce que ce sont des exemples qui n'ont absolument rien à voir avec les actes et comportements de M. Charles Blégoudet. Monsieur le Président,
La Chambre a conclu, à juste titre, en conséquence, qu'aucune chambre raisonnable aurait pu déclarer M. Charles Blé Goudet coupable ou aurait pu conclure qu'il avait apporté une contribution ou sa contribution au crime au sens de l'article 25. Tout simplement, comme l'a dit le juge Tarfusser dans son paragraphe 14, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et puis en dernier lieu, Monsieur le Président, l'accusation a conclu ses arguments en nous disant que dans les coulisses, les victimes pleurent. Mais est-ce que la Chambre se rend compte que derrière en coulisses, justement, il y a la famille d'un accusé qui pleure depuis des années? Un homme innocent a été déraciné et amené chez vous, ici. Cette famille, elle pleure également. Alors, Monsieur le Président, est-ce que nous allons attendre jusqu'au moment où l'accusation se sera acquittée de son fardeau de la preuve? Toute cette affaire a été construite sur des déductions très vagues, floues, avec de nombreuses conjectures, sans aucun élément de preuve directe. Et c'est pour cela que la Chambre a fait ce qu'elle devait faire, justement, et qu'elle a déterminé, qu'elle a statué au sujet de ces déductions sur la base de la bonne norme de la preuve. Et puis, pour ce qui est pour la gouverne personnelle de tout le monde, et avec tout le respect que je dois à l'accusation, je dirais qu'il est assez facile quand même de pointer un doigt accusateur vers des juges lorsqu'une partie n'obtient pas ce qu'elle souhaite avoir, ce à quoi elle aspire, à savoir une déclaration de culpabilité. Et j'aimerais rappeler au juge le paragraphe 5 de l'introduction de Monsieur le juge Anderson. Il y dit dans ce paragraphe 5 que cette affaire a été le résultat d'une description injuste et infidèle de ce qui s'est passé pendant ces mois pénibles en 2010 et en 2011. Donc, il ne sert à rien de pointer un doigt accusateur vers les juges. C'est vers l'accusation que doit se pointer le doigt accusateur. Les victimes, en fait, doivent le reprocher à l'accusation. L'accusation a présenté un dossier absolument incomplet. Et le juge Anderson était tout à fait conscient de la qualité des documents qui lui ont été présentés. Et par conséquent, il était tout à fait justifié que le seul résultat raisonnable du point de vue de la justice procédurale, mais également pour ce qui est de la justice substantielle, le résultat est celui que nous avons. Je vous remercie. Le Président, merci beaucoup, Maître Knopf. Et nous sommes maintenant arrivés au terme des interventions. La Chambre va déclarer la clôture de cette audience, mais j'aimerais avant tout remercier les conseils et tous les juristes qui nous ont aidés dans le cadre de cette audience. Alors j'ai une profonde dette de reconnaissance que nous avons toujours, mais que nous avons plus particulièrement cette occasion pour tous les fonctionnaires du greffe qui nous ont permis de faire un succès de cette première expérience grâce et nous aimerions également remercier les interprètes qui nous ont aidés et qui nous ont permis de comprendre l'audience, même dans ce nouveau contexte technologique où nous nous trouvions. Et j'aimerais remercier les sténotypistes et toutes les personnes qui nous ont aidés. Et l'audience est maintenant close. Veuillez vous lever.